Moi, quand j'écris des chansons, j'essaie de raconter une histoire qui serait aussi longue que les histoires qu'on raconte dans les films. C'est pour ça aussi qu'on aime autant les chansons. J'ai flanché, genoux au sol. On a dansé sous les valses folles. Le bal, ça fait partie du premier groupe des chansons que j'ai écrit pour l'album Les Rois minuscules. Elle avait un truc un petit peu à part, cette chanson, parce qu'elle elle avait un côté très vintage dans la manière dont elle était écrite, dans le fait que ce soit une valse, dans l'utilisation des instruments et des orchestrations. Je plante souvent dans mes chansons d'abord des décors, des idées de décors pour pouvoir après introduire des histoires et des personnages dedans. Et là, les premières phrases, du coup, j'avais le mot « le bal », enfin j'avais ce truc du bal. Et après, les premières paroles, c'était vraiment le tout début de la chanson. Ce qui est pratique parce que du coup, j'introduis le paysage avant d'y raconter quoi que ce soit, quoi. Dans une salle sans issue de secours, aux lueurs pâles de la nuit qui cède au jour, se joue le bal de la vie et de ses amours, ceux qui s'effacent et ceux qui resteront toujours. Donc là, il y a tout ce début, jusqu'à se joue le bal de la vie et de ses amours. Il y a quelque chose de presque d'introduction de théâtre, tu sais, genre on va vous emmener dans un endroit où se joue cette chose-là. À partir du moment où se joue cette chose-là, on va y intégrer des personnages et là pouvoir raconter une histoire. Et c'est une vraie introduction comme t'as dans des vieux films ou dans des pièces classiques, quoi. Alors on a ce qu'on appelle un cadre spatio-temporel qui est planté dès les premières paroles de la chanson, c'est-à-dire qu'on a le lieu, une salle sans issue de secours, on a le temps, aux lueurs pâles de la nuit qui cède au jour, c'est-à-dire l'aube, et on a même les prémices d'une intrigue avec le bal de la vie et de ses amours. D'ailleurs, on a un futur, hein, ceux qui vont rester, ceux qui resteront et ceux qui danseront. Ça nous indique déjà ce qui va se passer, c'est ce qu'on appelle une petite prolepse, une petite annonce de l'avenir. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a à la fois un côté concret avec ces éléments et un côté poétique avec le langage employé, par exemple la postposition du sujet et du verbe, avec le bal de la vie et de ses amours. Et ça, c'est la marque d'un langage assez soutenu, mais aussi assez poétique. On entre déjà ici dans l'intrigue, comme dans un mini-récit, mais aussi dans la musique. Le bal, c'est une métaphore de comment ça se passe, c'est-à-dire que tu rencontres une première personne avec qui tu danses, avec qui ça va pas être forcément la danse la plus agréable de ta vie, et puis cette personne va partir, et puis tu vas essayer de danser avec d'autres personnes, jusqu'à finalement peut-être trouver une personne avec qui tu as l'impression que ça marche mieux. C'est une sorte de grande métaphore filée d'une vie entière amoureuse, disons. Quand je parle de valse folle, je pense que je parle surtout de l'espèce de choses incontrôlables que peuvent être les relations amoureuses, quoi. Un grand bal qui s'étale, ravissant, insensé, 100 000 âmes qui s'emballent devant mes yeux cloués. Vu que je suis en train de parler d'écrire un bal, et ben forcément la rythmique des mots a une grande importance. Et il fallait que les mots que j'emploie, au-delà du fait de vouloir dire ça, et ben que dans leur rythmique, dans la manière dont les syllabes rebondissent les unes avec les autres, que ça vienne, que ça essaie en tout cas de créer cette sensation de mouvement et cette sensation de danse. Un grand bal qui s'étale, ravissant, insensé, 100 000 âmes qui s'emballent devant mes yeux cloués. Certains dansent, d'autres y pensent, et puis lui qui s'avance en quelques pas de danse, c'est vrai. J'ai flanché, là t'as des S partout. Mais ça vient aussi créer une sensation de vitesse. Le S dans les mots, je trouve qu'il donne une sensation de vitesse. Et là, on a besoin de quelque chose qui s'emballe. Et l'utilisation du S vient aider ça. C'est-à-dire, d'un coup, on a l'impression que les choses passent plus vite devant soi. Comme quand tu imites une voiture de Formule 1 qui te passe devant, tu fais zzzz, comme ça. Le bal, c'est une métaphore classique pour désigner la rencontre amoureuse. C'est une tradition dans la chanson française. On peut penser à des chansons d'Édith Piaf, on peut penser à Mon amant Saint-Jean, on peut penser à la valse à 1000 temps de Brel. Et pourquoi est-ce que c'est une métaphore classique? Parce que la valse, c'est une danse à deux, mais pas à deux côte à côte, à deux face à face. Et donc c'est une danse qui a été considérée longtemps comme érotique et qui a été d'ailleurs aussi dénoncée pour cela. Et si on essaye d'étudier comment fonctionne la métaphore, une métaphore ça rapproche un comparé et un comparant qui vont être unis par ce qu'on appelle un prédicat motivateur. Ici la danse, le bal, pourquoi est-ce que ça peut être la métaphore de la vie? Eh bien parce que il y a la danse comparée, la vie comparant, et ce qui va les unir, ça va être le mouvement, ça va être la rencontre. On a des partenaires de danse comme on a des partenaires de vie, et tout ça va être ensuite filé dans la chanson. Rarement dans mes chansons, tu entendras les termes pécho ou crush. J'ai à la fois un amour inconditionnel pour la langue française et pour tout ce que j'entends sur les manières qu'ont les gens de parler. Mais par contre, jamais j'utiliserai des mots qui sont pas directement dans ma manière de parler. Des fois, ça m'amuse d'aller ressortir des trucs que personne n'utilise plus jamais.
Genre des mirettes pour parler des yeux, ou ça fleure quelque chose pour dire que ça sent quelque chose. Mais parce que j'adore ces mots-là et que de toute façon personne ne les utilise, donc j'ai le droit de les prendre pour moi, quoi. Enfin même, tu vois, d'utiliser l'expression genou au sol, aujourd'hui plus personne fout le genou au sol pour quoi que ce soit, tu vois, c'est même une idée un peu réac, quoi. Des mots comme mirette ou fleuret sont des anciens mots de la langue populaire. Et ce qui est intéressant, c'est que souvent, les anciens mots populaires, quand ils sont un peu vieillis avec la distance temporelle, ils deviennent paradoxalement un peu distingués. Et c'est un peu comme si, avec la distance temporelle, on perdait le côté potentiellement vulgaire et on ne gardait que le plaisir de la nostalgie, de l'archaïsme retrouvé. Choisir ce genre de mots, je pense que c'est à la fois une manière de marquer son originalité stylistique et de marquer aussi les origines. C'est une chanson qui va renouer avec une certaine tradition nostalgique, les bals populaires, la valse. Et quand on veut parler du passé, eh bien on peut employer un vocabulaire, un champ lexical qui appartient aussi au passé. C'est encore une fois le plaisir de la nostalgie, à la fois linguistique et thématique. Moi, quand j'écris des chansons, j'essaie de raconter une histoire qui serait aussi longue que les histoires qu'on raconte dans les films. Sauf que j'ai entre 2 et 5 minutes pour raconter cette histoire et je dois me passer de l'image. Mais ça rend la chose extrêmement intéressante et à la fois extrêmement complexe. Et en fait, ça met tellement de limites et de barrières que ça transforme l'écriture, mais vers ce qu'on connaît, c'est-à-dire la chanson. Et je pense que c'est pour ça aussi qu'on aime autant les chansons et que les chansons en général nous donnent autant d'émotions. C'est qu'elles sont capables de raconter des vies entières sur 2 minutes 30, juste en utilisant des sons et puis des manières d'utiliser les mots. Et c'est ça que je trouve le plus beau dans le fait d'écrire des chansons et c'est ça qui fait que toute ma vie j'essaierai d'en écrire. J'ai flanché, genou au sol.